On va aller sur la musique parce que l'heure tourne et ça serait dommage de ne pas en parler, surtout quand on évoque Gainsbourg. Beaucoup. Surtout à côté du rayon disque. Surtout à côté du rayon disque. Non, mais beaucoup de travail sur la musique parce que comme c'est l'idée ou l'image qu'on a de Gainsbourg, bah, c'est la même chose pour la musique, c'est-à-dire que tu as décidé de refaire du Gainsbourg, mais c'est pas du Gainsbourg, en gros. Hein. Ouais. C'est-à-dire avec Mathias de Dionysos, avec surtout Olivier Davio, qui est le compositeur de ce film. On a essayé de trouver des musiciens et des chanteurs vivants qui arriveraient à nous redire Gainsbourg, allez, je vais dire un horrible mot, de manière pédagogique, pour qu'on réussisse à sentir toutes les influences qu'il y avait derrière sa musique. C'est-à-dire, si on veut résumer, il était coincé sous la grande musique russe que son papa adorait, sous la musique des gamins derrière laquelle il courait parce qu'il voulait des succès, et les vraies choses qui lui plaisaient à lui, sans doute du jazz, sans doute du swing. La plus grande vertu de Gainsbourg, c'est d'avoir rendu musicale, métallique et moderne la langue française. À part Charles Trenet, je vois pas grand monde qui ait pu prétendre à ça, c'est-à-dire des chansons qu'on puisse écouter même quand on comprend pas les paroles. C'est rare pour des chansons françaises. Et donc on a essayé d'aller chercher à chaque fois les gens vivants et légitimes. Parfois j'ai été raciste parce que sur aux armes, etc., j'ai le vrai clavier de Bob Marley, mais tous les autres musiciens sont blancs, donc je pouvais pas les mettre à l'écran. Mais à cette exception-là, en général, on voit des musiciens vivants qui jouent de la musique vraiment à l'écran. Ça veut pas dire que c'est de la prise directe. Il y a beaucoup de choses qui sont enregistrées avant, beaucoup de choses qui sont faites en studio. On a choisi à chaque fois. Moi, mon modèle en film musical, c'est Le Last Show de Robert Altman, dans lequel c'est pas une comédie musicale, mais il y a des chansons tout le long, et c'est des chansons qui racontent l'histoire, qui donnent des outils émotionnels aux comédiens. L'enjeu, là aussi, ça a été de faire chanter les comédiens. Quelqu'un qui voulait pas chanter avait rien à faire sur mon tournage. Ça veut dire un travail très fragile et très douloureux de leur part, puisque le chant, c'est l'inverse du jeu. Le jeu, c'est être ouvert à un échange avec les autres comédiens. Le chant, c'est aller chercher au fond de soi les choses les plus simples et les plus fragiles qu'on a. Donc ça veut dire pour chacun des longues leçons de chant, des crises de larmes, parce que ça ressemble à une psychanalyse accélérée, donc on te met face à des choses de toi que tu connais pas. Et à chaque fois, j'allais dire, oublier les modèles et se concentrer sur l'anatomie du comédien. On est parti de la texture de voix d'Eric Elmosnino pour s'approcher de Gainsbourg. Mais on partait pas de Gainsbourg, on partait de ce qu'avait Eric. Et ça a été pareil pour chacun des protagonistes de cette histoire. Les séances et toutes les difficultés techniques en dehors du fait de faire chanter Laetitia Casta et puis Eric évidemment, mais il y a eu tout un tas de difficultés que tu nous décris, Mathieu, dans Le Feuille de Chou. Par exemple, Doug Lagueule qui doit jouer de la guitare, ou les mains sur le piano. C'est Daniel Sobrino, l'ingénieur du son, qui pose ses mains. C'est Gonzalez qui joue en fait. Non, c'est Olivier Davio qui pose ses mains. Daniel Sobrino, c'est l'ingénieur du son. Non, comment on dit l'ingénieur du son. Oui, l'ingénieur du son, voilà. Mais oui, enfin, c'est des choses évidemment dont on se rend pas compte quand on voit le film, mais chaque petit détail est hyper travaillé parce que Eric Elmosnino, lui, ne joue pas de piano suffisamment bien pour être le pianiste du film. Mais donc, c'est lui qui chante. Oui. C'est lui qui chante. Mais donc on triche en permanence quand c'est Casey, le petit garçon qui joue Gainsbourg enfant, qui joue du piano, c'est pareil, c'est pas ses mains, c'est les mains d'un autre petit garçon. Et voilà, c'est des tricheries en permanence. Des tricheries et tout le monde qui participe un petit peu. Puisque toi, tu as fait participer ton pote Mathias Malzieu de Dionysos. Oui, pas seulement parce que c'est un ami, mais parce qu'on avait besoin d'un rock très dur, très agressif, et ça lui permettait d'aller dans ses influences les plus garage, les plus Ramones, enfin tout ce que j'aime bien. Pour le nazi rock notamment. Voilà, il y a aussi Angelo Debar qui fait de la guitare manouche, il y a aussi, il y a beaucoup de gens, et je crois que ça vaut le coup de voir le détail des musiciens qui sont sur le film, jusqu'au moindre guitariste ou quoi. On a pris la crème dans chaque
dans chaque spécialité. Et c'était, ouais, il y a une tracklist qui est hallucinante. Et surtout, il y a un jeu. C'est pas fait pour faire oublier les chansons de Gainsbourg. C'est pas fait pour se prendre pour Gainsbourg. C'est fait pour qu'ensuite on aille réécouter les vrais morceaux et qu'on se demande pourquoi on a changé, pourquoi on a mis une chanson en mineur, pourquoi on a remplacé des chœurs de femmes par des chœurs d'hommes, pourquoi on a ralenti tel tempo. Et il y a cette manière de jouer, ça m'a plu. Il y a aussi cette idée que les gens doivent sortir de chez eux pour aller au spectacle. Donc, j'ai pas à leur coller un disque qu'ils ont déjà à la maison. Je pense qu'on connaît tellement par cœur tous les enregistrements de Gainsbourg que si on nous avait collé un enregistrement, on serait sorti du film immédiatement au moment des chansons. C'est un choix qui a été fait dans d'autres films musicaux. Moi, je sais qu'à titre personnel, ça m'a sorti du film. J'aime mieux quand Joachim Phoenix a le courage de réenregistrer les titres de Johnny Cash. Ça fait pas oublier Johnny Cash, mais ça fait quand même un bon disque aussi. Si vous avez quelques questions à poser, c'est un peu le moment ou jamais. Absolument. Quelques mains pourraient se lever dans l'assistance. Monsieur, là-bas. Un micro arrive vers vous. Pardon, merci. Vous avez dit que Charlotte avait travaillé avec vous pendant 6 mois. Est-ce que vous avez eu un retour de sa part sur le film Non. sur le résultat? Non. Tout le deal avec la famille Gainsbourg depuis le début, les premiers mots qu'il m'a dit, c'est « Nous n'irons jamais voir ce film parce que c'est beaucoup trop douloureux pour nous de voir Serge sur un écran, mais il faut absolument que tu le fasses parce qu'il adorait qu'on parle de lui. » C'était tout l'enjeu, c'était ça. Et donc la bonne surprise, c'est que Bambou et Lulu sont allés voir le film il y a 8 jours et ils ont adoré. Et Charlotte m'a fait savoir qu'elle irait le voir quand le battage médiatique se serait calmé. Mais je crois qu'elle attend certainement pas que je lui demande ce qu'elle en a pensé, ni qu'on le lui demande publiquement. Je crois que c'est la raison pour laquelle elle avait accepté de jouer son papa est une raison très intime, très psychanalytique. Je crois que elle avait vraiment une envie de tuer le dragon ou de traverser quelque chose de douloureux, et elle s'est aperçue que ce fantôme était sans doute encore trop présent et que c'était la dernière chose à faire en fait. Donc c'est très bien qu'elle ne l'ait pas fait, et elle nous a fait un cadeau formidable en nous autorisant cette rêverie sur Serge. Mais c'est vrai que le but était certainement pas de voler des souvenirs et certainement pas de voler une chose de plus à Charlotte, parce c'est vrai que la figure de ce papa-là est tellement publique, appartient tellement à tous les Français que voilà, c'est pas pour voler une chose supplémentaire, c'est pour envoyer une lettre d'amour, elle est volontiers naïve, à un poète que j'ai beaucoup aimé quand j'étais enfant. Moi, je suis ravi de l'accueil qu'on reçoit sur ce film, en particulier en province, avec des gens qui veulent pas quitter la salle, qui expliquent des choses qui dépassent de très loin le film, à quel point ils aiment Gainsbourg, à quel point machin, à quel point tout ça. Et je dois dire que je suis assez satisfait quand parfois certaines voix critiques me reprochent ma naïveté, ma candeur, mon absence de critique sur Gainsbourg, le fait que je sois totalement dupe des images sacrées de Gainsbourg, bien sûr. Pourquoi pas? Pourquoi pas avoir une révérence enfantine pour quelqu'un qu'on a aimé? Mais ce genre de critique, c'est un petit peu hors sujet, parce qu'en fait, Gainsbourg, certes, c'est Gainsbourg, mais c'est surtout un héros, un personnage de roman. D'ailleurs, le titre, c'est Gainsbourg, vie héroïque. Oui, même s'il y a une ironie derrière ça, même si on sait très bien qu'il n'a pas créé des dispensaires et il n'a pas soigné grand monde, mais la manière dont il est aimé, c'est quand même incroyable. Enfin, quand tu vois sur des forums internet, des machins et tout, des fois t'en as un qui se permet de dire ouais, Gainsbourg il était dégueulasse et tout, t'en as 250 qui répondent touchez pas à Gainsbourg, et ce qui est hallucinant, c'est que tu l'as chez des gamins aussi. Et moi, ce qui m'amuse, c'est essayer de leur montrer que c'était peut-être autre chose que le mec qui a insulté Whitney Houston. D'ailleurs, il n'a pas insulté, il a dit qu'il voulait la sauter, ce qui est tout à fait différent. Mais bon, voilà, j'essaie de donner un véhicule pour qu'on découvre les chansons de ce type-là. Peut-être aussi qu'il a un aspect politique pas inintéressant, ce qu'il fait avec l'hymne national, c'est pas si con après tout. Et c'est la seule fois où j'ai entendu une Marseillaise pas ridicule, donc rien que pour ça, chapeau. Et voilà. Mais j'aime bien que ça reste une œuvre de divertissement, j'aime bien qu'il y ait cet aspect de spectacle mis en avant, et si je suis naïf, je prends ça pour un compliment. Tu disais avant que le film commence, je veux que ça ait le souffle d'un roman russe. Alors je vais d'abord poser la question à Mathieu. Est-ce que tu penses que ce film a le souffle d'un roman russe? Moi, je ne m'y connais pas trop en roman russe, mais il y a du souffle, ça c'est sûr, oui. De l'énergie, du baroque. Oui, puis de l'inattendu, un côté cirque, là, comme Joanne, il aime bien l'expression art forain. Et c'est vrai qu'il y a ça, quoi. C'est très, très riche. On passe d'abord on traverse des époques, on traverse des ambiances.
voilà. On y va par petites touches et on a des très beaux endroits. Par grosses touches même. Oui, par grosses touches, pardon, Joanne. On y va par grosses touches, mais d'ailleurs, le choix des décors a été important. Les décors qui ont été construits ou les décors qui ont été repérés, comme dans l'abbaye de Royaumont, je crois. Vous faites la part de Dali. Oui, on a tourné Dali dans une abbaye, ça me va très très bien, avec un énorme crucifix, des murs en astrakhan, un ours blanc et le dos de Déborah Graal qui est... Waouh, c'est la petite fille de Philippe Noiret, elle est carrossée comme Ava Gardner et elle déchire quand elle apparaît là-dedans. Et oui, il y a du souffle. Pourquoi ? Parce qu'il pleurait tout le temps, mais c'est l'inverse d'un neurasthénique, c'est-à-dire qu'il pleurait avec fougue. Une seconde après, il faisait marrer tout le monde. Il est tout en contradiction et donc il est nerveux. Ce côté tendu de Gainsbourg, c'est vachement intéressant. Je crois que Éric Elmosino a chopé ça très très bien. C'est la manière qu'il avait de manipuler en permanence les gens et par moments de les faire marrer, par moments de les faire chialer. Et je pense qu'il était épuisant. Au bout d'un moment, il avait même du mal à se trouver des copains pour sortir. Donc il allait au commissariat et les flics se le refilaient d'un commissariat à l'autre parce qu'ils en pouvaient juste plus. Donc il allait avec les mecs des camions poubelles. Donc quand il donnait ses poubelles le matin, il montait dans le camion poubelle, il faisait le tour du 7e arrondissement et après les mecs le redéposaient là. Et je pense que c'est marrant de voir à quel point il est aimé et en même temps à quel point il était casse-couille parce que c'est un monument dans ce domaine-là quand même. Et aussi, il faut dire que c'est un film qui joue sur des registres différents parce qu'il y a des moments de vraie comédie avec des gags et puis des moments d'émotion et on passe comme ça d'un registre à un autre. Et je sais pas si c'est ça le côté souffle du roman russe, mais en tout cas c'est un truc que je trouve vraiment chouette dans ce film. Un côté grand guignol, quoi. Ouais. Non plus. Non plus, d'accord. Non mais voilà, tout le truc c'est ça. Non mais l'enjeu il est exactement là. C'est est-ce que tu peux faire énormément de spectacles dans un film sans faire obstacle à la fragilité du personnage et à la relation intime que tu veux avoir avec eux. Donc là on a utilisé deux outils de cinéma complètement opposés. C'est d'un côté effectivement des plans larges où les personnages se promènent comme dans les Marx Brothers en sautant dans la limonade et à côté des plans à l'épaule, vu de très très près, où on va être de manière insistante et presque malsaine dans les regards des personnages pour retourner dans la nouvelle vague, retourner dans un cinéma que je ne sais pas pourquoi les jeunes réalisateurs français critiquent, alors que c'est ce qu'on fait de mieux en France, le cinéma amoureux. Et cette idée de faire voisiner de l'intime, des choses très proches, très fragiles, et ensuite, non pas des bouffons, des satires, des personnages dont tout le corps va être en jeu, qui vont vous attraper peut-être parfois avec les pieds. Et ça c'est intéressant parce que ça peut bouleverser. Enfin, j'essaye, on aimerait bien. C'est bouleversant, mais bon, c'est que mon opinion. Alors on va faire comme Gainsbourg et comme tu l'as fait aussi à la fin de ton livre Feuille de chou, Mathieu, c'est-à-dire qu'on va monter dans la voiture sur la plage de Berck et on va laisser un sentiment d'éternité s'installer puisque ça va être la fin de cette rencontre. Merci beaucoup. Merci Johann Sfar, Gainsbourg, vie héroïque, aujourd'hui au cinéma.